Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition, c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Juste Bistrot, que je dise pas de conneries, 253e du nom, rendez-vous compte, ça fait beaucoup. Les lumières sont clairement mal branlées, je vais corriger tout ça en direct live, regarde, bouge pas, regarde, paf, voilà, non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain. On est des professionnels, merde, c'est pas possible. Voilà, là c'est mieux. Là il y a un côté champêtre, tu vois. Là on a envie de faire l'amour. On va pas se mentir. J'espère que vous allez bien, les copains. Pour cette émission, ça y est, ça sent les vacances. Moi, je vous le dis tout de suite, je lâche les chevaux. Ah, j'en ai plein le cul. Vivement les vacances. Voilà, une année folle qu'on a vécue tous ensemble, les amis. Une année de zinzin et je crois qu'on va profiter sur les Twitch qui arrivent. Alors, on va parler de sujets sérieux. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, c'est Jacques Attali. C'est Jacques Attali le sujet du jour. Ouais, j'ai préparé toute une séquence, vous allez voir, non, ça va être extraordinaire. Du jamais vu, ça va être vraiment très, très, très bien. Ça va être génial. Je pense qu'il faut le dire. Ça va être génial. Et les amis, on va parler donc de Jacques Attali. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler un petit peu de l'Ukraine, à pied dans le beau drap. Là, apparemment, alors pour changer, le complot est en train de devenir réalité. Donc là, je sais plus, comme disait Louis XVI, je sais plus où donner de la tête. Non, là, ça devient compliqué. Là, ça devient très compliqué. Donc, on va voir, on va parler de ça. En tout cas, la grosse séquence, c'est sur Jacques Attali. Merci à 20K91 qui vient de sub 9e mois. Merci beaucoup, les amis, pour votre soutien. Ça fait plaisir. C'est chouette. Et merci également à Twitch de Sam, subprime 10e mois. Complètement dingue. Aujourd'hui, j'ai une idée. Parce que comme on a commencé plus tôt, j'ai envie de me faire plaisir. Mais faut que tout le monde soit dans le délire parce que sinon on va manquer de vigilance et ça va être compliqué. Est-ce que ça vous dit qu'on regarde Question pour un champion? Non mais je suis sérieux, c'est pas une vanne. Je vous le dis, j'ai envie de faire plaisir. Je suis en train de prendre mon goûter. Il me reste un BN et j'ai mon café. J'ai envie de regarder Question pour un champion. Je vous l'avais dit, vous êtes prévenus, le Juste Bistrot est un endroit particulier. Et j'ai envie de regarder le replay de Questions pour un champion d'hier pour répondre aux questions, comme un quiz en fait finalement.
comme un quiz. Alors, il y a le Twitcher Étoile, qui est très connu, qui fait ça, qu'on embrasse, bien évidemment. Donc, en plus, tu vois, il y a un côté Gad Elmaleh dans la reprise du format. Mais bon, c'est pas le sujet, tu vois. C'est que moi, j'aime bien les quiz, c'est le goûter. Et je me dis, il faut se faire plaisir. Parce que, après tout, si on parle d'actualité, à force, on va être fou, en fait. On va devenir fou, tu vois. Je me dis, on peut se mettre des questions, on peut se mettre des quiz. On se fait une culture, tu vois. Ce qui nous dissociera toujours un peu plus du gouvernement, hein. Ça, c'est très important, hein. Très important. Après, on peut faire le petit quiz à l'ancienne, comme vous préférez, mais tu vois, des questions. Non, mais je suis très sérieux, en fait. Les gens se moquent et disent merde, Rémi, t'as pété les plombs, en fait. J'aime bien Question pour un champion. Mais sauf qu'à cause de vous, à cause du travail, je peux jamais regarder. Parce que je suis pas à la baraque avant 18h30, 19h. Et donc, je peux jamais regarder. Et je me suis dit, 2024, c'est la liberté, quelque part. Parce que je parle tous les jours de liberté, mais il s'agirait de l'appliquer. Ah ouais. Alors, tu vois, de pas toujours être dans une course au buzz, quoi. Putain. On est Babylone, quoi. Merde. Ouais. Hein, après tout. Moi, je dis, faut tenter, hein. Moi, je dis, faut tenter, hein. Après, il y a cette histoire de quiz. Je me rappelle plus ce que c'était. On l'avait fait une fois. C'était rigolo, ça. On faisait des quiz entre nous, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, le nom du truc. Le nom du site internet. On pouvait faire des quiz nous-mêmes. Je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle, ce truc. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Parce qu'après, on va parler d'actualité, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de me détendre aujourd'hui. Voilà. J'ai envie de me faire plaisir. Donc, tu sais quoi? Parce qu'après, on va parler de Jacques Attali. Donc, en termes de détente, il faut parler de très loin. Faut parler de très loin. Parce que c'est vrai que sinon, là, ça va être chaud, hein. Ce que je vais vous dire après, ça va être tendu. Donc, je pense que... Ouais, je crois qu'il faut se faire plaisir, tu vois. Je crois qu'il faut y aller plein gaz. Voilà, tu vois, regarde. Là, regarde, ça commence. Le 9 points gagnant, tiens. On va se faire au moins cette séquence. Ouais, on va faire ça. 9 points gagnants. Ça va être rigolo. Regarde, bouge pas. Non, mais on fait ça 10 minutes, on s'amuse, puis après, on fait Jacques Attali. Après, ça va être tendu. Parce que c'est mon émission, de toute façon. Donc, au bout d'un moment, je vous l'ai dit, j'ai une tendance dictateur. Pour cet épisode, voilà. Honnêtement, les amis, je crois qu'on va faire ça tous les soirs. Je kiffe. Ouais, j'aime bien. Vous dites dans le chat oui ou non si vous aimez bien. Mais moi, ça me fait gaulerie, moi. J'aime bien, moi. Tu vois, 10 minutes, un quart d'heure, tous les soirs, on se met ça. Au moins, on se fait une culture. Parce que je me rends compte que je suis quand même un sacré abruti. Je te le dis tout de suite, hein. Vous, je pense pas, mais moi, j'ai vraiment du retard, honnêtement. Donc, ouais, non, je crois que de temps en temps, ça va me péter. Je vais faire ça. Et je préviendrai pas. Je vous le dis tout de suite, je préviendrai pas. Parce que ça va être la surprise. Ça va être la surprise du chef parce que moi, j'aime. J'aime, puis par moment, il faut se mettre en danger. C'est juste milieu, on est là aussi pour apprendre. On n'est pas là que pour se fendre la gueule. Puis pensez aussi à ma santé mentale. Parce que si tous les soirs, je vous raconte les conneries d'Elisabeth Borne et les plans cul de Coé, on n'est pas sorti. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour la France. Voilà, la France du général. Ça, c'est très important. Voilà les amis. Pour cette histoire de questions pour un champion, ça fait du bien, au moins avant les vacances. On verra ensuite ce qu'on fait. Merci à Last Time Exception qui vient de se prendre 17e mois. Merci beaucoup. Merci les amis. Alors, breaking news, on me dit, parce qu'on ne sait plus vraiment où on en est. Nouveau 49.3 d'Elisabeth Borne qui a été décidé concernant toujours le projet de loi de finances, tout ce bordel-là. Sans aucune surprise, évidemment. On va attaquer un petit peu les sujets. Voilà, on s'est fait plaisir. Les amis. On va attaquer un petit peu les sujets d'actu avant de parler de Jacques Attali. Vous inquiétez pas, c'est le gros thème de la soirée. On va en parler ce soir. À n'en pas douter, ne vous inquiétez pas. Merci à Choum22 qui vient de sub 10e mois. Là, tu vois, on va regarder des trucs détendus parce que normalement, on commence à 16h45 et les gens ont l'habitude. Il y a des gens qui vont arriver à 16h45. Pour l'instant, on est détente, on se fait kiffer, on regarde des petits trucs et on va taper dans le dur après. Tu vois. Pour ça, quand je commence tôt maintenant, je vais me faire des petits kiffs de questions pour un champion et tout ça parce que j'aime ça. J'aime la question, j'aime la culture avec un grand cul. C'est important. Merci à Choum22 qui vient de sub 10e mois. Merci beaucoup, les copains. D'abord, une petite séquence de quelqu'un qu'on aime bien.
membre de l'Académie française, si je ne dis pas de conneries. C'est Eric Orsena. Eric Orsena qui était dans l'émission L'Invité sur TV5 Monde et qui nous a parlé, je vous montre cette séquence pour commencer en douceur, il nous a parlé de l'écologie. Et ça m'a semblé très intéressant parce que c'est un peu dans la veine de ce qu'on s'est dit il y a quelques jours. On va s'écouter ça pendant quelques petites minutes. Et moi, je vais manger mon BN pendant ce temps. Ça va me permettre, si tu veux, de grignoter mon BN. Et on va écouter ce que dit Eric Orsena. Je vous ai dit ça en plus il y a quelques jours sur cette humanité qui a suffisamment le boulard pour prétendre qu'elle peut sauver la planète. Et j'aime bien ce qu'il dit. Il le dit encore plus brillamment. Regarde-moi ça. Même. Mais tout ça va continuer, ce cycle va continuer. Oui, vous savez, il y a peu de phrases plus bêtes qu'il faut sauver la planète. Alors je vais vous faire une confidence, parce que la planète me parle beaucoup ces temps-ci. La planète s'en fout de nous. C'est nous qu'il faut sauver, c'est pas la planète. La planète, elle a vécu avant nous, elle vivra après nous, donc c'est nous qu'il faut sauver. Donc sauver la planète, ça n'a aucun sens. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura autre chose. Oui. La planète s'adaptera toujours, sans l'homme. Bien sûr, la planète n'a pas besoin de nous. Des végétaux, peut-être. Oui, peut-être, des végétaux, d'autres animaux, sûrement les insectes, les virus, des choses comme ça, etc. C'est dans cet enchaînement invraisemblable de hasard, il y a eu le hasard le plus incroyable, c'est l'espèce humaine. Et alors, est-ce que ce hasard arrive? Est-ce que c'est pas lui qui va détruire l'équilibre? Donc c'est ça l'enjeu. C'est pour ça que, vous savez, pour moi, raconter une histoire, c'est d'abord comprendre, ensuite s'émerveiller, et après alerter. Donc c'était ça les 3 idées que nous avons eues en écrivant ce livre avec Eric. Et avec ce formidable illustrateur. Parce que Serge Bloch, il est incroyable. Parce qu'il a le relais de nos histoires. Oui, c'était drôle parce on était 3 au fond. Il y avait le savoir, c'était Pierrick, moi qui raconte des histoires depuis que je suis tout petit, parce que je suis baigné là-dedans. Et puis il y avait Serge. Et on a essayé de raconter cette histoire de ce grand vaisseau spatial. Ouais. L'interview est plutôt intéressante, mais j'aimais bien ce point-là, ce rappel quand même très utile. Autre rappel très utile que j'ai envie de vous faire. Les BN, c'est rendre de la merde. C'est trop sucré. Non, mais sans transition, parce que par moment, il faut revenir sur des sujets quand même de base. Non, j'aime pas. Trop sucré, BN. Ah, tu sens le goût du sucre, j'aime pas. J'aime pas ça. D'ailleurs, petite anecdote, BN, ça veut dire biscuiterie nantaise, pour ceux qui sont pas au courant. Ouais. Puis pour ceux qui en ont rien à foutre, ça veut quand même dire biscuiterie nantaise. Je ne sais pas, c'est comme ça. Et non, c'est trop sucré, j'aime pas. Non, j'aime pas trop. Granola, ça va. Granola, ça va. Mais ça peut se marcher. Ça se trempe dans le lait, le granola. Si. Ça, techniquement, ça se trempe dans le lait. Après, qu'est-ce qu'on aime dans les gâteaux? Si on est dans les vrais sujets, parce que sinon, voilà, après, on va s'énerver, donc ça va. Mais on aime quoi dans les gâteaux? Moi, je vous le dis, je vais y répondre à cette question. Déjà, j'aime pas les gâteaux de base. Enfin, j'en mange quasiment pas, en fait. Donc, c'est vite vu. Mais on aime les dinosaures. Ça, on aime les dinosaures. C'est les trucs de dinosaures, là, qui ont des formes de dinosaures. On aime les carrés, là. Tu sais, les carrés avec une gaufrette, noisette, chocolat. Je mangeais ça quand j'étais petit. Peut-être pour ça, d'ailleurs, que je suis gros. Comment ça s'appelle, cette merde? Ça, c'est bon, par contre. Au Aldi, il y avait les Knoppers. Parce que ma mère, mes darons, tu vois, ils aimaient bien faire des économies. On allait faire les courses au Aldi. Mais au Aldi, je te parle quand j'étais gamin. Donc, les quadros, voilà, c'est ça, les quadros. Ça, c'est bon, ça. Donc, je te raconte ma vie. Vous en avez rien à branler, mais tant pis. Aldi, quand j'étais gamin, c'était la Hesse, comme disent les jeunes. C'était la honte. Ah, c'était vraiment le truc discount. Les types arrivaient, mettaient les cartons même pas ouverts, démerdez-vous. Enfin, c'était une catastrophe, tu vois. Et tu vois, bon, t'avais tendance à cacher ça au goûter, tu vois. Non, mais laisse tomber, j'ai pas de goûter pour la planète. Et c'est vrai que Aldi, c'est devenu la classe maintenant. Aldi, Lidl, et ils ont mis comme des belles campagnes là, d'amélioration des magasins, de modernisation et tout. C'est chouette maintenant. Et avant, j'avais les Knoppers. Knoppers, je mangeais des merdes comme ça. Ouais, c'est le petit moment de nostalgie, quoi. Ouais. Là, jeu d'acteur. 2024, c'est le cinéma. Hein. 2024, c'est la grande lucarne. Pim's framboise. Voilà, Elchez nous dit ça. Ça, c'est un vrai sujet. Par contre, ceux qui préfèrent les Pim's orange, allez bien vous faire cuire le cul.
Et je dis ça avec d'autant plus de sympathie que c'est le cas de Madame Milleux. Ce qui a failli nous coûter un divorce. Parce que le jour où je dis, ouais, super, on achète des pimes framboises. Elle m'a dit, Lulu, hein, tu fais quoi? Elle m'a dit, on va prendre Orange parce que c'est mieux. Alors, comme tous les hommes, j'ai dit, oui, voyez-vous, Bon, on a pris des pimes Orange. Mais framboise, c'est meilleur. Alors, par contre, ouais, la girafe 84, ça, je suis mitigé sur ce move. Pim's cerise choco blanc. Ça, je suis pas certain. C'est vrai que c'est gourmand, mais le chocolat blanc, c'est la pire invention depuis Weshden, la chanteuse. C'est vraiment de la merde. Le chocolat blanc, j'aime pas ça. Je comprends pas l'idée, en fait. Tu manges du chocolat. Déjà, on t'a fourni une alternative. Déjà, le chocolat au lait. Inventé en Espagne. Chocolat au lait. Bon, déjà, on te fout un peu du sucre, donc ça suffit, tu vois. Chocolat blanc, c'est quoi le projet? Mange du sucre, en fait. Alors, franchement, si tu veux faire du chocolat blanc, tu te mets un carré de sucre et tu bois une cuillère d'huile de palme ou de tournesol ou de ce que tu veux. T'as gagné. T'es peinard, t'as du chocolat blanc. C'est dégueulasse. Moi, je milite contre le chocolat blanc. Et c'est du racisme anti-blanc. Quelque part, comme quoi ça existe. On peut en parler. Donc, non, je vous dis, ça c'est dégueulasse. Ah ouais, putain, Titi 3180, ça c'est vrai. Ça, par contre, c'est une création du diable. Les cigares de l'acre, tu sais, que tu fous dans les glaces, généralement. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. Ça, je peux en dégommer 10 000. Hein. Je te jure. Je suis pas fumeur, mais ça me fait quand même des dégâts. Hein. Ah ouais, non, Ah, ça, attention. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mais ouais, c'est bon, ça. Mais ouais, non, chocolat blanc, ouais, tu vois, en plus, ça énerve les gens. Gaëtan Seguin 38, il dit, ouais, ça tombe bien, c'est pas du chocolat. Ouais. Parce que t'as les puristes comme ça qui disent, c'est pas du chocolat. Mais ils ont raison. Mais ça y est, quoi, les cigares russes, là, c'est bon, ça. J'ai dit les cigares parce que c'est vrai qu'au départ on dit cigares russes, mais faut pas. Maintenant c'est fini. Maintenant, tu dis c'est les cigares, tout court, hein. Parce que sinon, ça c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que ouais, non, c'est bon. Hein. On aime manger les gavottes, putain. Ouais, les crêpes bretonnes. Aïe, 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 aïe. Ah là là là. Ça c'est bon, ça aussi. Hein. Ça c'est le diable aussi. Hein. Ouais, moi j'aime ça. Hein. Moi j'aime manger. Ouais, en ce moment, j'ai envie de manger du barbecue. En ce moment. Je sais pas pourquoi. Ce soir, je cuisine des sushis, tu vois. Ouais. Ouais, je sais que vous vous dites, tiens, quand est-ce qu'il va commencer à parler d'actualité, ce sac à merde? Ben, je décide. Là, j'ai pas envie pour l'instant. Pour l'instant, je parle de manger. Ouais. Et c'est normal. C'est foutu. De toute façon, c'est vous qui avez commencé. Il n'y a plus d'émission. Hein, je vous le dis tout de suite, tirez-vous. Là, on va parler manger pendant 2-3 heures. Après, je m'en vais. Parce que sinon, c'est foutu. Tu vois, alors, il y a Red Hot Pink qui soulève un vrai débat. Et je dois vous avouer un truc. Raclette. Avant, j'aimais raclette. J'aime bien raclette. Raclette, ça fait plaisir. Et depuis que je suis arrivé en Suisse, je pensais que j'aimais pas ça, mais je crois que la fondue, dans mon esprit, a remplacé la raclette. Ouais. Je préfère maintenant la raclette. Je préfère la fondue, pardon. Ouais, c'est bon. Enfin, je veux pas vous mimer tout le caclon, mais ouais, je préfère la fondue. Franchement, hein, ça dégomme. Hein. C'est avec un pain bien mou, là. Parce que généralement, ils prennent du pain sec un peu. Moi, j'aime bien quand il est mou, justement. Oh. Bon, après, très clairement, tu m'amènes une raclette là tout de suite maintenant, je la dégomme, naturellement. Voilà, à n'en pas douter. Mais c'est vrai que fondue, c'est bon. Fondue suisse, parce que je veux pas créer de débat avec les Savoyards qui vont dire c'est nous, c'est pas eux. Enfin. Je suis un pacifiste, moi je suis gros, donc je mange tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas le sujet. Mais c'est bon ça, putain. Voilà, fondue. Putain. Le fromage en fait. Le fromage. Tu sais que j'ai découvert, on continue là-dedans, mais j'ai découvert en allant avec des copains au Grand Buffet de Narbonne, je vous avais raconté en septembre. Là. J'ai découvert Bon, déjà, j'ai découvert. Pour manger, c'est plus simple. Le brillat savarin, voilà, c'est ça. Le fromage, le brillat savarin. Aïe, 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 aïe. Sorcellerie.
Fortunès et Malaise Doué. Ah, c'était... Oh, c'est bon. C'est crémeux comme ça. Ah, ouais. Ah non, ça, c'est bon. Franchement, c'est délicieux. J'espère que vous connaissez. Ah, c'est bon. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Putain, franchement, putain, c'est bon. C'est bon. Frex qui nous dit dans le chat, la tête de moine, excellent aussi. C'est fort, hein. Le goût est prononcé, mais c'est vrai que c'est bon. J'aime bien aussi les fromages bleus, tu sais. Le bleu, comme ça, Roquefort papillon. Oh là 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 là. C'est bon, ça, putain. Gorgonzola, ça, c'est bon, ça. Ça, les pâtes au gorgonzola. Honnêtement, je bute un chien à main nue pour ce plat, hein. Vraiment. Puis c'est pour la planète en plus que je fais ça, donc ah ouais, non, c'est bon. Putain, le Mont d'Or, c'est pas mal aussi, c'est pas mal. Mais je suis plus fondu en 1, raclette en 2, Mont d'Or en 3. Le chèvre aussi, comme ça. On était en Ardèche avec Madame Milleux pendant les vacances. Ils ont une collection comme ça de fromage de chèvre, fromage de... Oh là là, les sorciers aussi. Honnêtement, à la douane, ils ont ouvert le coffre, 8 tonnes de fromage de chèvre. Ils ont dit, monsieur, c'est pas sérieux, monsieur. Il va falloir dédouaner tout ça. J'ai dit, oh, vous inquiétez pas, je vais finir. C'est pas possible. Non, non, c'est terrible. Et je vous l'ai dit la dernière fois, mais on le redit, c'est important. Là, j'ai envie de... Putain, le rêve ultime, on fait le spectacle et on se tire, on va voir nos amis à La Réunion, en Guadeloupe, dans ces territoires-là. Nos amis de ce coin-là, ils font à manger, il paraît que c'est une folie et je ne connais absolument pas. Et je rêve d'aller voir nos amis là, à Tahiti, Guadeloupe, comme ça là. Dans les Antilles, je pense que ça bricole. Et ça me plaît beaucoup. Parce que c'est la France, c'est aussi voilà, nos régions ont du talent. Et on est à plein là-dedans. Là. Et je connais pas du tout. J'y ai jamais foutu un pied. Et je sens que je peux bien m'entendre. Je sens que ça bricole. Ça fait du bon manger. Ça fait du boire. Ça, c'est bien, ça. Ça fait du rhum. Ça fait des choses comme ça. J'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager, c'est la France qu'on aime, c'est la France qui bricole. J'ai envie d'aller partout, Réunion, aux Antilles, où vous voulez. Je suis très très chaud. Très très chaud pour aller voir nos copains dans ces secteurs-là. Ça me plaît bien. Tu vois, j'ai l'eau à la bouche. Rien que d'en parler, ça me plaît beaucoup. Pareil, la dernière fois, j'ai goûté avec des collègues un resto, je sais plus quelle origine, quel pays d'Afrique. C'est une dinguerie, pareil. Plein de pays d'Afrique, ça bricole aussi, hein. C'est fortiche, il y a plein de trucs à découvrir sur des épices, sur les choses comme ça et tout, ça me plaît bien. Qu'est-ce que j'ai goûté? Et j'en avais beaucoup entendu parler et j'étais content de goûter. C'est une boisson avec de l'hibiscus. Je vais pas dire de conneries sur le pays parce que ça c'est vraiment le truc à la con quand tu mélanges tous les pays. Merde. Comment ça s'appelle? Le mafé, non, c'est pas mafé, c'est un plat, c'est pas avec du poulet. Bissap, voilà, bissap. Merci dans le chat. C'est bissap. J'ai goûté bissap. Le ou la bissap d'ailleurs. C'est le, non? C'est bon. C'est bon aussi ça. C'est bon. Et on a mangé un autre plat. Putain, je sais plus. C'était bon. Avec du bœuf là. Il y avait aussi du poulet là. Le bissap, voilà. Merci à nos amis. Non, mais dites dans le chat si vous avez des idées comme ça de plats et associez-les avec le pays d'Afrique auquel ça correspond, que je commence à me faire une culture parce que je suis très chaud de découvrir tout ça. Ça me plaît beaucoup. À Lausanne, il y a un resto érythréen. Il paraît que c'est super bon. Et t'en as un autre, il paraît que c'est une tuerie. Je suis chaud, tu vois. Pareil, barbecue argentin. Alors là, on change de continent, mais... Là, tu commences à me parler barbecue, chimichurri, vin. Ça bricole le vin, là-bas. Argentine, Chili, ça bricole pas mal. Le mafé, c'est du Sénégal, c'est ça? Le mafé au Sénégal. Tagine de poulet au Maroc, ça, on aime ça. Ça, on aime. Couscous. Il y avait les merguez. Moi, j'aime les merguez. J'adore ça, moi. J'adore les merguez. Du bissap, on en fait beaucoup au Sénégal, nous dit Kigali66. Poulet yassa avec du citron. Pareil, je veux goûter ça, moi. Aloko, en Côte d'Ivoire. Banane plantain frit. Ça, j'ai goûté déjà. Banane plantain frit, c'est bon. Ça, c'est très bon. Les merguez, c'est bon. Ça, c'est pas... Quoique si, les merguez, c'est quoi? C'est Moyen-Orient, au départ. Le Libanais, c'est bon aussi. Le houmous, tout ça. J'aime bien, moi, je bricole. Je bricole tout ça. Non, mais c'est vrai que la nourriture africaine, je connais absolument pas. Enfin, la nourriture des pays d'Afrique, je connais absolument pas et je serais très, très chaud à découvrir. Ça me plaît, ça.
Ça me plaît bien, ça. Je pense que ça envoie du lourd. Puis en plus, c'est bien varié, tu vois, avec le Moyen-Orient, tu dois avoir en Afrique noire des trucs de fou. C'est génial. Putain, ouais, j'ai faim. On va peut-être même pas pouvoir commencer cette émission. Je pense qu'elle est finie déjà. Je crois qu'on a gagné déjà. Ah ouais, non, ça me... Alors tu vois, il y a Massan3466 qui dit il faut pas aller aux USA pour manger pour le coup. Je pense que tu vois, ils bricolent quand même. Je pense quand même que ça bricole chez nos amis ricains parce que barbecue, c'est les tauliers. Le barbecue, ils sont bons. Et j'aimerais bien, tu vois, aller dans ces secteurs-là, tu vois, au Texas, des trucs comme ça, pour aller goûter le barbecue là-bas. Ça doit être bon, ça doit être bon. Puis tu sais, dans mon rêve absolu, si vous voulez faire un jour, faites une cagnotte. Alors moi, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de cagnotte pour des causes nobles, hein. Ce sera des cagnottes complètement égoïstes pour mon museau. Je préfère être très clair avec vous. Je suis de gauche, mais pas tout le temps. Faites une cagnotte, comme ça je me sauve aux États-Unis et je rêve d'aller en Louisiane, dans ces territoires-là, tu sais, le berceau du jazz, la musique cajun, tout ça et tout ça, ça me plaît beaucoup. Aller aussi au Texas, ça voilà. Donc faites une cagnotte et puis c'est pour l'association donc des amateurs de soutien financier à Rémi et dans un projet de développement croissant de son bid. Vous faites la cagnotte pour ça. Vous mettez du pognon et je me sauve en vacances. Je vous enverrai des photos, vous inquiétez pas. Mais voilà, je préfère être très honnête avec vous. Au moins, il n'y a absolument qu'un but humaniste. C'est tout pour ma gueule. Voilà. Et comme ça, je me sauve. Je rêve d'y aller. Et avec Madame Millot, on en a parlé. Il y a un projet. Je vous le dis tout de suite, il y a un projet. Ça me plairait bien d'aller bricoler là-bas. Et l'Écosse aussi. L'année prochaine, c'est peut-être l'Écosse. Voilà. Donc Rémi à la Nouvelle-Orléans, vous faites la cagnotte. Et essayez de mettre le paquet quand même. Ce serait bien qu'on soit genre au-dessus d'1 million. Comme ça, je me mets bien. Je dors dans des Best Western. Je mange des saucisses. Je mange du poulet. Je vous envoie des photos naturellement. Et puis voilà, comme ça, tout le monde est content. Surtout moi. C'est très important. Voilà. Hein, peut pas être trop de gauche non plus. Enfin, ou à la limite, je suis de gauche, mais comme Anne Hidalgo, si vous voulez. Voilà. Le but, c'est ça. Voilà. C'est vraiment la manœuvre. Je suis de gauche comme Hidalgo. C'est-à-dire, je prends votre pognon pour mon plaisir, mais avec la certitude, bien sûr, de faire plaisir aux autres. Ça, c'est très important. C'est très important. Bon, ceci dit, on a beaucoup divagué. Mais ça fait du bien de papoter. C'est aussi ça qu'on aime. C'est aussi ça qu'on aime, les amis. On va attaquer les sujets. On va attaquer les sujets du jour et on attaque avec le premier volet, le volet Ukraine. Et on assiste petit à petit à un véritable lâchage. Vous avez vu, la transition a été très rapide. Hein. On passe du rougail saucisse à l'Ukraine. Si tu t'es pas mouillé la nuque, c'est extrêmement dangereux. L'Ukraine, on assiste à un petit lâchage. Aux États-Unis, le Congrès est en train de donner un véritable feu rouge pour de nouvelles enveloppes d'aide financières et militaires. Et même sur LCI, ça commence à jaser. Donc là, c'est dire, c'est une séquence qui s'est passée. Celle-là, elle date du 7 décembre. Un vote qui permettait... Donc il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Et déjà au Sénat, à la Chambre des représentants, les Républicains ont la majorité. Donc c'était chaud. En revanche, on pensait qu'au Sénat, ça allait passer. Et même au Sénat, à 1 ou 2 voix près, eh bien, la partie trumpiste des Républicains a été plus forte et donc a dit niet à une enveloppe de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine, plus l'aide à Israël, plus des fonds pour continuer de construire le mur pour se protéger, dit-il, des migrants mexicains. Et c'était pas prévu il y a 1 mois, ça. C'est-à-dire que plus le temps de la campagne avance, plus les Trumpistes se radicalisent, plus effectivement la perspective que l'aide à l'Ukraine de la part des États-Unis se tarisse devient concrète. J'ai regardé les dernières informations cet après-midi sur les journalistes qui suivent la Maison-Blanche et le Congrès. Ils disent que selon eux, il y a quasiment pas de chance qu'il y ait un accord avant le 1er janvier. Voilà, donc les lignes bougent par rapport à ça. Tant qu'on est sur les États-Unis, on peut aussi parler, ça y est, de cette procédure en destitution qui a été ouverte contre Joe Biden. Alors j'ai hâte de voir demain la une de Libération parce qu'ils avaient fait leur chou gras quand cette procédure avait été lancée contre Donald Trump. Bon, là, à mon avis, je suis pas certain
qui vont être aussi choqués, si tu veux, et mettre en avant l'affaire. Mais en tout cas, les lignes semblent bouger un petit peu du côté des États-Unis. Je vous l'ai dit, hein, on en parlera la semaine prochaine quand on fera un peu les Twitch bilan de 2023 et qu'on se donnera rendez-vous pour 2024. Je pense sincèrement que les élections américaines vont être le grand tournant de cette année 2024. Parce que c'est un point de pivot avec les États-Unis dont on a souvent évoqué le rôle central, que ce soit dans le conflit Russie-Ukraine, dans le conflit Israël-Palestine, même de manière un peu plus indirecte, mais dans la gestion du Covid-19, parce que Pfizer reste quand même une entreprise américaine, Moderna pareil. Enfin, les États-Unis, depuis là, ces 5 dernières années, avec tout ce qu'il s'est passé, ont quand même un rôle central par rapport à tout ça. Donc les élections risquent de quand même rebattre un petit peu les cartes si Donald Trump reste au pouvoir, si Joe Biden, si Donald Trump revient au pouvoir, si Joe Biden se maintient, ou si on a des surprises avec d'autres candidats. Aujourd'hui, il n'est pas acté que Joe Biden soit candidat à sa propre succession. Donc rendez-vous compte du coup de tonnerre si demain on a un Barack Obama, par exemple. Des choses comme ça. Ça pourrait complètement changer les choses. Donc je pense qu'on va avoir d'énormes surprises avec des camps politiques, donc républicains et démocrates, qui sont déjà bien sûr en désaccord sur la politique nationale des États-Unis, mais même sur la politique internationale. Donc ça peut véritablement changer l'ordre du monde, en tout cas tel qu'il est actuellement. Donc je crois qu'il va y avoir des choses très intéressantes. Et quand je vous dis que les lignes bougent, une autre séquence qui a eu lieu sur LCI, où on commence maintenant à évoquer, sans trembler du clito, on commence à évoquer, c'était aujourd'hui, il y a moins d'une heure, la corruption en Ukraine. Merde. C'était du complotisme. Apparemment, c'est bon maintenant. Tu as le droit de le dire. On s'est demandé en fait, Benjamin Creuard plus exactement, s'est demandé si c'était un vrai argument, cette Ukraine corrompue, ou si c'était un prétexte. Alors si vous prenez les différents classements, et notamment celui qui fait référence en la matière, on est obligé de dire qu'il y a quand même un vrai argument. C'est le classement de Transparency International, donc la dernière mouture date de 2022. Prenez la carte, là, plus vous êtes dans le rouge et dans le orange, plus vous êtes un pays touché par la corruption. Vous voyez bien que du côté de l'Ukraine, ça vire quand même au orange. Le classement dans le détail, 180 pays, l'Ukraine est 116e, au même niveau que l'Algérie, la Zambie et la Mongolie. Alors c'est mieux que la Russie qui est 137e, mais on voit bien qu'effectivement on est dans les derniers pays du monde, en tout cas derrière le top 100, on n'est pas dans le top 100 du tout. Loin derrière évidemment, alors essentiellement les premiers c'est l'Union Européenne, mais menée par les pays scandinaves, Danemark, Finlande, derrière la France, c'est derrière la Biélorussie quand même, hein, l'Ukraine en matière du classement de la corruption. Petite anecdote, la Hongrie est le dernier pays européen en matière de corruption sur ce classement-là, c'est assez savoureux. Quand vous regardez, la corruption, c'est quoi ? La corruption, c'est beaucoup de choses. C'est carrément une façon de fonctionner globalement de l'économie, en fait. Vous voulez obtenir un permis de construire ? Possibilité d'une liasse de billets, une place dans une école, un acte médical, échapper à la conscription. En fait, le classement donne un chiffre intéressant. Transparency International dit en 2022, 23% des usagers ukrainiens des services publics ont payé un pot de vin. Là où en France, le chiffre que j'ai trouvé du même classement, c'était quand même déjà 5%, la Russie 27%, enfin 23%, on est quand même pas loin d'un quart quand même des Ukrainiens qui ont recours à un pot de vin en 2022 pour obtenir un service, et a priori un service public. Voilà, donc tu vois, ce genre de choses, hein, c'était interdit avant. C'était complotiste. Quand tu évoquais la corruption, c'était pas possible. C'était pas possible. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais vraiment pas le droit. Et comme d'habitude, comme avec le Covid, ça maintenant, c'est bon. C'est autorisé. LCI en parle. Donc c'est une sorte de blanc-seing, une sorte de feu vert. Blanc-seing white boobs. Et maintenant, tu as le droit. Donc c'est vrai que c'est assez sidérant. Mais pour autant, l'Union européenne se pose toujours la question d'intégrer l'Ukraine à l'UE. Donc d'intégrer un pays dont on connaît et dont on reconnaît la corruption. Donc, si vous voulez, on est dans une forme de détente absolue. Donc voilà un petit peu les amis pour cette histoire-là, les copains. Nelsama08 sans aucune transition dans le chat, mais j'y réponds parce que c'est le Juste Bistrot et je vous aime tous comme vous êtes. Voilà. Nelsama08 nous dit Rémi, tu inviterais la Bajon, mais non seulement j'aimerais bien, mais en plus, qui plus est, en outre,
J'en rêve. Je vous l'ai dit. On en parlait, je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai envie de faire un format. Enfin, je kifferais en fait. En apprenti humoriste, je serais trop heureux d'inaugurer un nouveau format d'interview l'année prochaine avec des artistes et avec comme cible première les humoristes. Hein. Je rêve de pouvoir discuter avec Edgar Rive, avec Labajon, avec Franjo, avec ces humoristes qui se sont vraiment distingués par leur talent déjà avant tout, et aussi par le traitement qu'ils font des sujets d'actualité politique et aussi Covid. Et franchement, ouais, non, j'en serais honoré. Ah, je le dis. Le Saint-Honoré, c'est bon aussi, ça. C'est un dessert, le Saint-Honoré, non? Je sais plus. C'est un dessert ou c'est un fromage? Je ne sais plus. Si c'est dessert, c'est bon, ça. Pâtisserie. Ouais, c'est bon, putain. Tu vois, on est reparti, ça va vite. Hein. C'est fou. Hein. Ça va très, très vite. Ah ouais, putain, c'est bon. C'est bon, ça. Ouais, je suis pas trop dessert, mais tarte au citron, j'adore ça, moi. Tarte au citron. Ah, je kiffe. Hein. Franchement, je kiffe. Donc ouais, les amis, on va pas se relancer là-dessus parce que sinon je vais faire un malaise. Voilà un petit peu pour l'Ukraine, les amis. Donc on va en reparler, mais c'est vrai que, comme je vous disais, je crois que les élections américaines de l'année prochaine vont être un immense tournant pour le monde, hein, pour l'état du monde, très clairement, les copains. Donc, on va gentiment se diriger vers le grand sujet du jour. Le grand sujet du jour. Et là, installez-vous confortablement, parce que là, ça va chier des bulles carrées. Enfin, ça va chier des bulles carrées, oui et non. Je vais me livrer à un exercice que je n'ai pas fait depuis des années. Hein, je vous mets un petit peu de teasing, mais c'est le cas. C'est le cas. Je reviens à mes premières amours, quelque part. Eh oui. Et oui, les amis, on va parler de Jacques Attali, les nouvelles prédictions, les nouvelles prophéties du père Attali. On va écouter l'homélie, la nouvelle homélie du père Attali, et tout ça autour de son nouveau bouquin. Et oui, les amis, je me livre à un exercice que je n'ai pas fait depuis des années, depuis Let It Be. Pour ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure, on va parler aujourd'hui du nouveau livre de Jacques Attali. C'est Bienheureux soit notre monde, publié chez Flammarion. Et on va parler de tout ça, on va décortiquer tout ça parce que on a quelque chose d'assez extraordinaire d'un Jacques Attali qui, semble-t-il, ne se cache plus et fait des pronostics assez dingues sur l'évolution du monde. Mais on parle de 2029, donc c'est demain, c'est pas loin. Et on va aujourd'hui parler bouquin. Voilà, je suis encore plus heureux que d'habitude de retrouver cet exercice-là, ce plaisir de partager avec vous des lectures, des analyses de lecture. Celle-ci est très en lien avec l'actualité, vous allez le voir. Mais c'est un exercice qu'on va faire de plus en plus parce que j'adore faire ça. J'adore faire ça, les amis. Alors, pour mettre en contexte un petit peu ce nouveau livre de Jacques Attali, il faut rappeler un petit peu le personnage. Parce que si je vous parle de prédiction, si je vous parle de prophétie, c'est à raison. C'est à raison parce que, on le sait, le Jacques Attali aime jouer de l'image qu'il a. C'est-à-dire cet homme, ce conseiller de l'ombre qui a l'oreille des puissants depuis des décennies, depuis François Mitterrand, donc plus de 40 ans maintenant, qui a prédit certaines choses qui se sont réalisées, qui a même choisi des candidats, on va le voir. Et mine de rien, il s'est parfois planté, souvent, mais on a quand même ce rôle de conseiller de l'ombre, de prophète qui, par moment, a quand même prédit des choses très intéressantes qui se sont réellement matérialisées. Je vous ai sélectionné quelques petites séquences, hein, et on remonte à 1979, 1979, comme on dit chez nos amis suisses, avec ce qu'il disait sur ce qu'allait devenir le système de santé. C'était il y a 40 ans. Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible, c'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature,
que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Donc, tu vois, des éléments d'analyse, c'était il y a 40 ans et difficile de ne pas voir les liens qu'il y a avec la société avec le système sanitaire tel qu'il se dessine aujourd'hui. Autre prédiction, on est en 2016 sur le plateau de Public Sénat, le 30 novembre 2016 précisément, et Jacques Attali nous dit ceci concernant un certain Emmanuel Macron. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient? Je ne demande pas, je lui dis, je le sais d'ailleurs, parce que nous en avons souvent parlé, je pense qu'il espère être président cette fois-ci, mais je pense qu'il construit une vraie carrière et que c'est très courageux de sa part d'avoir, alors qu'il aurait pu faire tout à fait autre chose, d'avoir accepté de participer à la vie démocratique. Donc, cette séquence, là encore, qui a fait beaucoup parler, dites-vous, on est à 1 an avant l'émergence du personnage Macron, il est à peine ministre, et donc c'est très intéressant de voir ce côté-là de Jacques Attali qui ne se cache même pas. Qui ne se cache pas de ce genre de prédiction. Quand il se trompe, il peut passer pour un zinzin. Mais sinon, on a quelqu'un qui, ouvertement, vous dit, effectivement, Macron sera président de la République. Encore mieux, cette séquence-là, qui date d'avril 2018, où Jacques Attali nous dit ceci. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Je l'ai pas vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Et vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. D'accord. En 2027. Tant pis, on n'aura pas l'info. Voilà, donc si vous voulez, on a ce côté-là, Jacques Attali en joue et le dit ouvertement sur des choses qui se sont réalisées. Donc forcément, cela attise les fantasmes et je peux vous dire qu'avec le sujet du jour, les fantasmes n'ont pas fini d'être attisés, je vous le dis tout de suite, et on va arriver sur ce bouquin, je vous l'ai dit, c'est Bienheureux, soit notre monde. Tu vois, la couverture est jolie, ils ont mis un petit truc qui va bien, parce que sinon c'est Flammarion, c'est dégueulasse, mais c'est pas le sujet. Bienheureux, soit notre monde. Alors je vous donne quelques éléments de contexte de ce roman, qui est un roman d'anticipation, mais assez proche, hein, finalement, on est en 2029, c'est vraiment ce roman qui dépeint la situation du monde en 2029. Pour vous donner quelques points de repère, Trump a été élu en novembre 2024, puis réélu en 2028, Marine Le Pen, du côté de la France, a été élue en 2027, qui, je cite ce qui est écrit dans le roman, tente de faire réformer la Constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2046, ce qui nous rappelle quelqu'un d'autre, parce que Emmanuel Macron apparemment aurait les mêmes idées d'après certains médias. Au beau milieu de tout ça, et c'est vraiment l'élément clé du roman, au beau milieu de tout ça, on va faire la rencontre d'un groupe d'activistes qui s'appelle Les Vivants, et qui traque, je cite, les sombres. Alors, les sombres, tu dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, les sombres, c'est, tel que c'est décrit dans le roman, des dirigeants insaisissables qui se cacheraient derrière les gouvernants et qui seraient responsables de tous les dérèglements de la planète. Ah, ça ressemble quand même à du complotisme. Non, mais
Arrête, parce que ça ne fait que commencer. Autre élément de contexte, hein, on apprend par exemple qu'en Israël, Benjamin Netanyahou fut battu à des élections surprises et il était vraisemblable qu'il n'échapperait pas à la prison. En Chine, Xi Jinping annonça qu'il ne pouvait plus tolérer la présence américaine à Taïwan, ni non plus la présence russe à Vladivostok, deux formes insupportables de colonialisme. Et donc, on a ces éléments de contexte du monde tel qu'il est vu, tel qu'il est décrit dans ce roman par Jacques Attali, qui en est l'auteur. On va suivre les traces d'un personnage qui s'appelle Elmer Ehud, mais qui s'appelle également Georges Eliès. Je ne vais pas vous en dire plus pour ceux qui veulent lire le roman. Je vais essayer de pas trop divulgacher certains éléments, mais on va quand même bien le décortiquer, on ne va pas se mentir. Et donc, voilà un petit peu les éléments de contexte. Alors, on en reparlera à la fin du côté prédiction par rapport à Jacques Attali et tout, on y reviendra. En guise d'éléments de rappel avant de commencer à décortiquer, bien évidemment, c'est un roman, c'est de la fiction. C'est de la fiction, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais il est important de rappeler, c'est ce qu'on vient de faire, que c'est écrit par Jacques Attali, qui a une certaine appétence pour ce genre de choses, qui aime jouer au devin, et en plus, qui a des positions médiatiques et politiques qui lui permettent quand même d'avoir la main sur ces événements-là. Donc, il y a plusieurs volets dans la critique que je veux faire de ce bouquin et de vous dire à quel point, comme il y a des choses très très intéressantes, je vais vous lire certains passages, on va prendre le temps, on est dans la littérature aujourd'hui. Déjà, on a une forme assez curieuse de complotisme fictionnel. Alors je vous explique, on a un roman, comme vous allez le voir tout à l'heure, où tout ce qui est dit s'inspire de la réalité. Je vous donnerai d'ailleurs la liste des sombres que Jacques Attali nous donne dans le roman. Vous allez voir, c'est assez surprenant, parce que là, c'est de l'essence pour le complotisme. On a une forme de complotisme fictionnel où tout est inspiré du réel, comme je viens de vous le dire. Et par exemple, page 12 du roman, l'auteur nous parle d'une prison secrète de l'OTAN, décrite comme un Guantanamo européen et qui serait, je cite, gérée par le gouvernement allemand pour le compte de l'OTAN. Alors là, moi, j'ai bien tout lu Rudi Reichstadt, même ce complot-là, j'étais pas au courant. Donc, tu vois, c'est très intéressant et vous allez voir tous les éléments que je vous donne. Quand tu vois à quel point le reste est calqué sur le réel, tu te dis, tiens, c'est curieux cette histoire de prison de l'OTAN. On continue, page 62 par exemple, on nous parle d'un scandale des antidouleurs. Tu sais, c'est un sujet un petit peu compliqué. On écrit, c'est le narrateur qui écrit ça. En 2019, soit 4 ans après sa mort, j'ai découvert qu'elle était morte, donc il parle de sa mère, de l'usage d'un antidouleur très banal, produit d'un grand laboratoire qui en avait caché l'incompatibilité avec d'autres traitements, en particulier cardiaques. Un petit peu plus loin, il écrit « Il n'y avait plus rien à espérer. On lui avait alors parlé d'un rare cancer du sang. Elle n'avait jamais su qu'elle avait été la victime d'un laboratoire pharmaceutique qui appartenait à 100% à une fondation de droit hollandais, pays où l'on n'est pas obligé de dévoiler le nom des dirigeants des fondations. » Putain, c'est au début du livre. Moi, je me suis dit, merde, c'est une boîte à outils du complotisme ou quoi? Non. Parce que j'ai bien tout lu le roman. Je l'ai bien tout lu avec beaucoup d'attention. J'ai pris mes petites notes et tout pour vous préparer la vidéo. J'ai été très sérieux. Et on continue, page 83. Je vous parlais des sombres tout à l'heure, donc qui sont dans ce roman. Et là encore, tu te dis, ce livre aurait pu être écrit par un complotiste. C'est Jacques Attali. Donc là, c'est tout l'inverse. Complotiste, c'est connard. Jacques Attali, c'est Jésus-Christ, c'est plus ou moins son statut de son stagiaire de 3e, si tu veux. Page 83, je vous lis comment sont décrits les sombres et le rôle des sombres dans ce monde-là de 2029. Les sombres sont de mieux en mieux connectés, regroupés, informés, toujours plus riches, puissants, cachés. Ils contrôlent tout. Ils sont presque tous des hommes. Ils diffusent d'innombrables fausses nouvelles, expliquent qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, détournent les colères quand elles deviennent menaçantes vers des sujets annexes, provoquent les émeutes des classes moyennes qui réclament plus de moyens de circuler, de se distraire pour oublier leur misère, les dérèglements du climat, la disparition de la biodiversité et en particulier de nombreuses espèces d'oiseaux. Et avec tout ça, les sombres engrangent d'immenses plus-values sur les marchés financiers. Les humains sont de plus en plus surveillés, assommés de drogues chimiques et de jeux vidéo. Impossible d'éveiller les consciences quand les gens ont peur de ne pas avoir à manger le lendemain et sont fascinés par des joueurs de foot réels ou virtuels ou par des voleurs de trésors imaginaires sur Mars. Ça ressemble à du complotisme. C'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. C'est tout le but de cette vidéo.
On continue donc sur les autres éléments, hein, sur ce que j'essaie d'appeler dans cette partie le côté complotisme fictionnel, où tu te dis après tout, on est dans le monde de demain, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce que des gens redoutent aujourd'hui, et ces mêmes personnes que l'on qualifie de complotistes. Comme je vous disais tout à l'heure, en 2029, Trump a été réélu dans ce roman, et on nous dit, hein, je cite page 66, je vous donne les repères si jamais vous voulez lire ce livre par la suite. Tout de suite après les élections présidentielles de novembre 2024, Donald Trump, qui venait de battre Joe Biden alors qu'il avait été condamné par un grand jury à 10 ans de prison, obtint le pardon du Congrès et annonça qu'il allait mener une guerre radicale contre la drogue et le crime. Page 78-79, donc un petit peu plus loin, on nous dit « Les plus riches sont ouvertement aux commandes du pays. Les fonds d'investissement convoquent à présent les sénateurs et les représentants dans leurs bureaux au moindre problème et leur imposent des investissements massifs dans le charbon, le pétrole, le gaz et les schistes bitumiques. » Ça fait beaucoup là, non? Et c'est pas fini, parce qu'on nous parle aussi d'Elon Musk. Ouais, mais c'est assez extraordinaire. Il y a des choses sur Elon Musk. Hein. Page 79, là encore, on nous dit « Elon Musk a déchiré son passeport américain et créé une monnaie qu'il veut mondiale. Il fait voter tous les jours sur tous les sujets sur X sans qu'on puisse vérifier si le résultat du vote qu'il annonce est le vrai. Il n'empêche, les gens y participent nombreux et de plus en plus de décisions politiques dans le monde sont influencées par ces simulacres de démocratie directe. » Et je vous avoue que quand j'ai lu ça, ça m'a fait assez marrer parce que, rappelez-vous la vidéo, si vous l'avez vue, la vidéo sur le Juste Milieu que j'avais faite sur Elon Musk, et je parlais de ça, sur le sondage qu'il avait fait, notamment au moment concernant la guerre en Ukraine, où il faisait clairement une sorte une confusion entre la démocratie et Interville, si vous voulez. Et là, Jacques Attali tire la ficelle de quelque chose qui existe déjà, d'un Elon Musk qui considère que, étant donné le nombre de gens sur sa plateforme, après tout, les sondages qu'il peut lancer ont une puissance démocratique identique à des référendums ou des choses comme ça. Et quand on voit à quel point les référendums au sein de l'UE sont respectés, on se dit finalement, la formule la plus proche de la démocratie, il y a match, il y a débat. Autre prédiction, hein, dans ce complotisme fictionnel, on nous parle de la Russie. Toujours page 79. La page 79 inaugure un nouveau chapitre où on résume un petit peu... Je n'en dis pas plus, qu'on lirait, j'ai dit, j'allais pas trop divulgacher. Sur la Russie, on nous dit qu'à Moscou, en février 2028, Vladimir Poutine a été renversé par un complot de quelques généraux travaillant pour des oligarques qui ont vite proclamé leur désir de faire de la Russie une démocratie d'apparence et de gagner ainsi encore davantage d'argent. La guerre avec l'Ukraine s'est enlisée après un cessez-le-feu fragile. C'est fou quand même, ça ressemble beaucoup quand même. Hein. Et c'est pas fini. On nous parle de l'Union européenne et de la France. Ouais, non, mais moi, j'ai l'impression de tenir le livre du futur dans les mains, je vous le dis. Et je vais être très attentif. Hein. Si tout ça se déroule comme c'est dans le bouquin, c'est assez extraordinaire. Sur l'Union européenne, je vous lis, les amis, beaucoup de lectures, beaucoup de passages qui sont très intéressants. L'Union européenne est maintenant, plus encore qu'il y a 3 ans, gangrénée par les narcotrafiquants qui contrôlent de nombreux ports de l'Union, dont Rotterdam, Anvers et Le Havre. En Allemagne règne un pouvoir social, écologiste, pacifiste, xénophobe et nationaliste qui ne veut plus ni d'une défense européenne ni d'un soutien américain. La Belgique est dominée par des minorités en Wallonie et par l'extrême droite alliée aux trafiquants de drogue en pays flamand. Les Pays-Bas résistent un peu mieux, mais une alliance du même genre où les extrêmes s'allient aux gangs dirige et manipule l'opposition. Après l'échec catastrophique du gouvernement Meloni, l'Italie s'est ressaisie. Les partis démocratiques ont repris le dessus grâce à une presse restée vivante. Elle est maintenant gouvernée par des sociodémocrates dirigés par le nouveau maire de Vérone qui voient leur avenir hors de l'Union européenne et se tournent de plus en plus vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Alors, par moment, on voit bien que c'est Jacques Attali qui écrit ça. Ouais. Parce que tu sens quand même qu'il y a quelques ressorts, quelques piliers de sa pensée qui reviennent un petit peu. Tu sais, où l'extrême droite, quand même, c'est pas bien. Faut pas déconner. On continue sur la France. Hein, comment la France a évolué jusque de notre réel au futur de ce bouquin. En France aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Les émeutes se sont multipliées pour d'innombrables prétextes. Des affiches ont recouvert tous les murs, demandant au président de démissionner. 5 ans, c'est trop long. Il refusa de le faire, parlant même de son désir d'un 3e mandat. Putain, c'est pas fini. Ces gouvernements successifs ont continué à naviguer à vue. Les partis qui le soutiennent n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le choix d'un candidat pour l'élection de mai 2027. Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Le Maire se sont présentés comme Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, qui se retrouva au second tour contre Marine Le Pen.
Fin mai 2027, elle l'emporta de peu et gagna dans la foulée les législatives de juin. Après 2 premières années sans faute majeure, sinon des déficits abyssaux, en cachant bien son jeu, elle venait, m'expliqua-t-il, donc il fait référence au personnage dans le contexte dans lequel il est, de faire rétablir par référendum la durée du mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable. Elle pourrait donc, disent les constitutionnalistes, se faire réélire en 2032 pour un septennat, et même, prétendent certains, puisque la Constitution a changé, se faire encore réélire en 2039, puis jusqu'en 2046. C'est fou quand même. Ça ressemble beaucoup. Alors, on a quelques petites pépites, par exemple, sur les JO. Parce que dans sa boule de cristal, Jacques Attali a réussi à voir comment les JO se sont passés. Et là encore, c'est croustillant. Hein. Page 163, je vous lis, c'est beaucoup de plaisir. Les JO, apparemment, ça va être une tannée. Hein. Il est encore plus optimiste que moi. Hein. En juillet dernier, les Jeux Olympiques à Paris ont été un formidable succès pour la France. La cérémonie d'inauguration a ébloui la planète. La maire de Paris, comme le gouvernement français, ont crié au triomphe. On a passé sous silence, autant qu'on a pu, le bilan sportif catastrophique des athlètes français, sauf en natation, en judo et en escrime. On a préféré ne pas insister sur les incidents entre les équipes, entre les spectateurs et avec les stadiers, ni sur les viols, les vols et les bagarres innombrables pendant la cérémonie d'inauguration. Une température de plus de 45 degrés s'est installée le jour de la finale du 100 mètres. Bon, ça, par contre, je suis pas sûr. Ouais, par moment, il est en roue libre, le Jaco. Je sais pas si c'est le même dealer que Pierre Palmade, mais par moment, il y a des délires. Mais c'est quand même ce qui est chouette. Alors, on pourrait lire aussi d'autres éléments, d'autres choses comme ça, les copains. Il y a plein de passages un petit peu croustillants. Là, je vous ai lu vraiment ceux que je trouve les plus éclairants, on va dire, et les plus intéressants en termes de prédiction. Alors, il faut remettre un peu les pieds sur terre. Il faut remettre les pattes sur terre parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la fiction. C'est de la fiction, donc on ne peut pas dire tout est écrit dans le bouquin, c'est ce qui va se passer. Voilà, il faut raison garder. Cependant, ceci dit, nonobstant, en guise de contradiction, on voit bien que tout est calqué sur le réel. Tous les personnages évoqués, les situations, tout est probable. Alors bon, le 45 degrés dans un an, le soir de la finale, je suis pas sûr. Mais après tout, on en reparlera. On verra, tu vois. Mais on voit bien que Jacques Attali utilise un roman, on va dire un étui qui est celui du roman, pour faire passer des réflexions et des raisonnements qui sont clairement des prédictions. En tout cas, il y a une volonté prédictive, parce que, pour être très honnête et être un petit peu plus dans la critique sur la forme, c'est un livre assez moyenasse, on va pas se mentir, ça ne brille pas par le style, c'est écrit de manière un peu bateau par moment, il y a vraiment des pirouettes narratives, alors là encore je vous en dis pas plus pour ceux qui voudront le lire, des pirouettes narratives un peu fastoches honnêtement, qui sont même un petit peu désuètes aujourd'hui, sur l'évolution, vous allez voir après il y a tout un contexte lié aux jeux vidéo, le roman ne brille pas par lui-même, c'est-à-dire, et je crois que justement ça laisse cette impression que le roman existe de par les prédictions qu'il comprend. Sinon, l'aspect littéraire est assez creux, quoi. C'est très moyenasse, il n'y a pas un plaisir de lecture de zinzin. Bon, en même temps, Jacques Attali n'a jamais été Victor Hugo, ça on était au courant, mais maintenant on est sûr. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est cet aspect-là, cet aspect calqué sur le réel qui rend impossible le rejet complet. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu, décidément c'est bien trouvé, c'est de la fiction, donc on ne peut pas tout prendre au pied de la lettre, mais on ne peut pas, à mon avis, tout rejeter en bloc en disant non mais ça va, c'est un roman, soyez pas fous. Tout est calqué sur le réel, avec des prédictions que l'on peut entendre dans les médias comme Jacques Attali aime les faire, tu vois. Et ça va encore plus loin que ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas écrit Jacques Attali ici sur la couverture, on dirait c'est un roman de complotiste. Ah, on dirait, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible. Complotisme. Parce que Jacques Attali donne la liste des sombres. Vous savez, les fameux personnages sombres qui gèrent le monde dans l'ombre. Et là, je me suis dit, c'est du complotisme. Parce que je vous le donne en mille, il y a la liste des sombres. Dans une page du livre, je vous la lis. Parmi eux, on trouve des hommes d'influence, comme Klaus Schwab, des technologues comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk, des patrons de labos pharmaceutiques comme Albert Bourla, des financiers comme Steve Schwarzman et James P. Gorman, des mécènes comme Bill Gates ou George Soros. Arrête! Et là, t'as le droit. Ça, t'as le droit. Si aujourd'hui quelqu'un arrive en disant exactement la même chose, par exemple si demain j'écris ça sur un article de Juste Milieu, on est des complotistes. Et Jacques Attali, dans son bouquin, il le dit,
Ça va, parce que c'est un roman. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Je vous l'ai dit, on va pas devenir zinzin. Non, Jacques Attali n'est pas un prophète. Mais non, ce roman ne veut pas rien dire. Il y a du sens. Il y a du sens là-dedans. Il y a quelque chose. En fait, en y réfléchissant et pour préparer cette séquence pour vous, les amis, je me suis dit finalement, il n'y a pas 1001 possibilités dans les intentions de Jacques Attali. C'est-à-dire que la première intention, c'est celle finalement d'utiliser l'écrin du roman pour faire passer des réflexions, des pensées, des analyses de manière assez moyennasse, mais pour dire ce qu'il pense, quoi. Parce qu'au fond, il n'y a rien d'extraordinaire. Juste que si vous dites ça aujourd'hui, par exemple sur les réseaux sociaux, vous êtes un complotiste. La deuxième possibilité, et honnêtement, je n'y crois pas vraiment, mais il faut quand même la considérer, c'est que Jacques Attali soit dans une telle dynamique, si vous voulez, de vouloir lutter contre le complotisme, de tout ce que vous voulez, qu'en fait, il part du principe que ce roman dénonce les excès du complotisme et que quand il donne la liste des sombres de cette vision très manichéenne du monde où il y aurait les vivants et ceux qui veulent lutter contre ceux qui dans l'ombre gèrent le monde, il dénonce ça parce que ça lui semble tellement absurde qu'en plus il donne une liste très caricaturale avec Clochefab, Georges Soros et tout, mais il le fait avec une légèreté telle qu'en fait il se sert de ce roman pour se foutre de la gueule des complotistes, si vous voulez. Et honnêtement, cette option, j'essaie de la considérer intellectuellement, mais j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Je pense que Jacques Attali, avec, si vous voulez, l'aisance du mec qui en a rien à foutre, quoi. Le mec vient dans les médias, face caméra, il te dit « j'ai déjà repéré des gens pour les prochaines élections ». Bien sûr, tu as un aspect égotique qui est terrible, tu vois. Mais le mec s'en branle, pour dire les choses un petit peu crûment. Il vient... beaucoup de gens le suspectent de tirer les ficelles dans l'ombre, d'être un conseiller de l'ombre. Il est la source de nombreux complots, comme dirait Check News. Mais le mec joue avec, ce qui rend la chose encore plus malsaine, si tu veux. Et donc je pense que ce roman est vraiment là-dedans, quoi. Est vraiment là-dedans, en toute détente, il joue avec ça, parce qu'au fond, et je vous donne mon avis, mais ça vaut ce que ça vaut, je pense que oui, Jacques Attali fait partie de ces conseillers de l'ombre qui orientent la politique française depuis près de 40 ans. Et il le fait avec une telle impunité, une telle facilité, qu'aujourd'hui, il est même en mesure d'écrire des romans où il révèle tout. Tu sais, c'est vraiment vous savez, cette vidéo qui tourne un petit peu pour montrer à quel point parfois le cerveau se focalise sur certaines choses quand il regarde une scène, par exemple, et on ne voit pas passer des choses énormes qui passent au milieu de la scène. C'est la vidéo, vous savez, on voit des gens dans une pièce et on se focalise sur certains détails de sorte à ce qu'on ne voit pas un mec déguisé en gorille qui traverse la pièce. Et c'est une sorte de vidéo un peu de test pour montrer à quel point le cerveau a du mal à se focaliser sur plusieurs choses en même temps. Et je crois qu'Attali, c'est la même chose. Genre, tu vois, il nous met ça sous les yeux. Voilà. Je vous dis tout. Et vous allez être encore assez con pour penser que c'est pas sérieux. Donc, ce que je vous dis, effectivement, ça ressemble à une porte ouverte que je suis en train d'enfoncer. Je suis complètement d'accord avec vous. Cependant, nos amis fact-checkers tentent de nous faire croire que tout cela est du fantasme et du délire. Alors que on a des livres qui sortent et qui vous le disent sous les yeux. C'est comme le bouquin de Clochefab, le Great Reset, le fameux bouquin Great Reset, qui, autant je trouve, est un manuel économique un peu relou à lire, un peu chiant, et qui n'est pas, si vous voulez, le guide du monde tel que Clochefab va vouloir le construire demain. Le mec déroule les vues qu'il a, les raisonnements, le développement économique qu'il a entre malthusianisme et néolibéralisme. Mais on vous le publie, quoi. C'est dans les librairies, vous pouvez aller l'acheter à la Fnac. Et vous avez d'un côté des gens qui vont le prendre pour argent comptant, qui vont dire tout est vrai, c'est sûr, c'est ce qui va se passer. Et de l'autre côté, les guignols de fact-checkers qui vont dire non, mais c'est du fantasme, presque jusqu'à défendre l'idée que ce livre n'existerait pas. Ce qui est tout aussi absurde. Et donc, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce bouquin de Jacques Attali. Et je voulais absolument vous en parler, les amis. Et bien sûr, dans les années qui arrivent, on va suivre ça de près pour vérifier si Nostradamus est revenu dans notre monde. Voilà un petit peu pour cette vidéo que je voulais vous proposer, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, à découvrir le livre. Ça, c'est le plus important. Oui. Toujours, comme toujours, on lit les bouquins, ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce livre. J'ai beaucoup papoté, j'ai soif. Voilà. Et je vais manger une amande. C'est la dernière de mon paquet. En ASMR. Nique sa mère, la ASMR, ouais. C'est mon slogan. Mais en tout cas, les copains, alors, je vous ai fait un résumé que j'ai essayé de faire assez complet, tout ça, vous donner ces éléments-là. Mais je vous invite vraiment à lire le livre. Je vous invite vraiment à le faire parce que
C'est un exercice très intéressant. C'est vraiment un exercice intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est pas, ça va pas vous empêcher de dormir, hein. En termes de lecture, vous n'allez pas vous lever la nuit pour continuer. C'est un peu bidon. Sur le plan littéraire, c'est un petit peu bidon. Mais il y a quelque chose de très intéressant, tu vois, de cette plongée dans le monde de demain offerte par un mec qui ne se cache pas d'avoir la possibilité de lire le monde de demain, voire de l'orienter, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça vraiment assez cool. Si vous avez l'occasion, euh, je sais plus, attends, je vais te dire combien il coûte parce que je l'ai acheté en Suisse, frérot. Putain, les prix des livres en Suisse, ils déconnent. Ah ouais, ils déconnent plein badin. En France, il coûte 20 balles. Je l'ai payé 31 balles. Et en Suisse, c'est pas les mêmes prix, t'as pas de prix unique. Donc tu te fais emmancher, mais tout ça dans le respect de la littérature. Ça, c'est quand même très important. Donc j'adore les livres et tout, mais c'est vrai que ça fait mal au fiac. On va pas se mentir. Donc voilà. Voilà un petit peu. Alors, il y a Bayard92 qui résume plutôt bien l'idée, qui dit et si Attali faisait dans un cynisme pur acte de confession avant de nous quitter? Peut-être, c'est possible aussi. C'est possible aussi. L'analyse est intéressante à faire. Franchement, l'analyse est intéressante. Mais voilà, c'est l'ami Jaco. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est la vie. Hein. C'est... Il a peur de rien, le Jaco. Voilà, c'est tout, je te le dis. C'est que du plaisir. Voilà un petit peu les copains sur cette analyse que je voulais vous proposer. Voilà. Ah, puis là, j'ai tout donné. Je suis rincé maintenant. Là. Ah, j'en ai marre. Maintenant, je suis à deux doigts de remettre un épisode de Questions pour un champion. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est. Ah ouais. Nata, Liberté 54-57 qui nous dit: je réponds un peu aux questions, papote les amis. T'as essayé de trouver des bouquins en e-pub, donc en format numérique? Non, moi j'adore les bouquins en papier. Ah, j'adore ça. J'adore les livres déjà de base. Et ouais, non, c'est vrai que j'adore ça. Koi62 qui dit: pourquoi tu n'achètes pas tes bouquins en France? Bah, quand je vais en France, j'y vais. Mais tu sais, c'est comme quand t'es dans un pays, bah faut te plier au pays où t'es, tu vois. Et j'aime bien. En plus, c'est mon cadeau. Tous les mois, quand je reçois mon salaire, je vais m'acheter un ou deux bouquins. C'est les seules dépenses un peu folles que je fais, tu vois. Ça, et c'est des chemises H&M, voilà. Et ouais, je m'achète un ou deux bouquins. J'ai la chance d'en recevoir aussi beaucoup. Des gens avec qui on bosse, tu vois. Bah, ça, c'est le copain Louis Fouché qui m'a partagé son bouquin. Enfin, j'ai la chance d'en avoir plein. Donc ça, c'est cool. Puis parfois, j'achète vraiment des trucs pour me faire plaisir. J'en prends 2-3 dans le mois. Ça fait plaisir, quoi, tu vois. C'est des petits cadeaux. C'est pas dispendieux. Hein. Tu vois, les montres, j'en ai rien à branler. Les bijoux, j'en ai pas. Je m'en fous. Ouais, je suis tranquille, quoi. Le manger, le boire, là c'est une source de dépenses. C'est le PIB du Yémen qui y va tous les ans. Je te le dis tout de suite. Hein. Mais ouais, non, sinon c'est tout. Alors les polos, Nata Liberté qui nous dit: essayez les polos, ça changera. J'en mettais avant et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le polo est complètement passé de mode. Même autour de moi, j'en vois plus du tout. Je vois plus beaucoup de mecs qui mettent des polos. Autant une femme avec un polo, je trouve ça très joli. J'aime bien. Mais des mecs avec des polos, j'en vois plus beaucoup. Mais ouais. Ouais, non, c'est vrai. Titi 3180 qui dit la binge. Non, ça c'est Ousmane qui dit ça. Oui, la binge de base, on adore la bière. Il fait froid chez toi, nous dit Titi. Non, étonnamment, non, il pleut à Lausanne là, depuis 3-4 jours, c'est dégueulasse comme météo. Il fait pas assez froid pour qu'il neige. Tu te dis à y être, bon, on est en décembre, on voit de la neige, tu vois, là, c'est assez moyenasse, quoi. En tout cas, je suis content. Je vois que mon analyse des polos, apparemment, est confirmée. Il y a Nelsama08 qui nous dit: oui, les polos, ça devient très rare. J'ai vraiment eu cette impression, ouais. Nuage Agile qui dit: la mode, c'est le col roulé. Alors ça, jamais de la vie. J'aime bien respirer, moi. Il me faut des vêtements au cou, j'aime pas être serré. Je déteste ça. Et si un jour je mets un col roulé, déjà, je vais ressembler à une bite, officiellement. Et puis, tu sais, le col roulé, c'est le truc de start-upper à la con. Col roulé avec le bonnet gland, là. Tu sais, espèce de bonnet, tu comprends pas. Le truc, il est posé, en fait. Il est posé sur la tête. Le rebord, il est à peine là. T'as officiellement une tête de tub, en fait. Et c'est pas un projet de vie. J'ai pas envie de ressembler à une tub. Déjà que je suis pas généreusement doté. Donc non, hors de question. I don't want to appear like Olivier Véran. Tu vois, c'est vraiment pas c'est pas la dynamique, quoi.
Non, chemise, c'est bien. Chemise, j'aime bien. Chemise bleu ciel, tranquille. Ah, de toute façon, je pense que j'ai des cases en moins au niveau de la caboche. Et c'est un truc que j'ai. On en avait déjà parlé. Aujourd'hui, c'est détente. Là. De toute façon, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Je m'habille tout le temps pareil. Parce qu'au moins, le matin, je suis pas emmerdé. Tu vois. Je sais, j'ai 3-4 fois la même chemise. Elles sont déjà repassées. J'arrive, oh, je m'habille. Ça m'occupe pas l'esprit, tu vois. De savoir, oui, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Non, on s'en bat les couilles. Ça dégage. Merci, au revoir. Terminé. Et ça me plaît. La dynamique me plaît beaucoup, tu vois. Sinon, ça m'occupe l'esprit. C'est un truc qui peut me stresser, tu vois. Avant de dormir, je peux me dire, merde, quelle chemise est dispo? Est-ce que j'ai repassé? Est-ce que je vais avoir le temps? Et tout, tu vois. Ouais, non, mais je vous l'ai dit, je suis flingué, en fait. Je suis complètement ravagé. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Donc, Stealth 5, calme-toi, je vois. T'as été payé pour la pub ou quoi? Le livre de l'ami Nicolas Vidal, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je vais regarder ça, t'inquiète pas, je fais ce que je peux. Oh, on se calme. Merde. Philanthrope qui dit, il y a eu chemise beige il y a 2 semaines. Ça, c'est vrai, vous avez l'œil. Mais pourquoi chemise beige? J'explique. Parce qu'en fait, c'est la même. C'est la H&M, là. H&M, taille M. J'ai quasiment toutes les couleurs. J'ai vert, beige, bleu ciel, bleu foncé. Parce que la coupe, j'aime bien, je suis content, je suis bien dedans. Je les ai toutes. J'ai la M, ça c'est la M, et j'en ai aussi en L. Parce que j'ai un peu décoiné, donc je suis passé sur du M. Donc, non, mais je vous le dis, bah là, tant qu'on parle de fringues, je vous le dis tout de suite. Chemise noire, j'avais, mais je la mets plus. Parce que j'ai l'impression que on dirait un magicien, en fait. Comme je mets souvent des pantalons noirs, je suis un putain de magicien, donc ça va pas. Geoffroy 90 qui se fout de ma gueule, qui dit taille XXM, méchant. Et je suis pas si gros que ça, les amis. Je fais des vannes, en même temps, c'est normal que ça me revienne dans le museau, je fais tout le temps des vannes là-dessus. Mais je fais que 130 kilos, hein, faut pas croire. Hein. Tranquille, hein. Tranquille. Ouais, non, je fais du M, je navigue entre du M et du L, ça dépend. Plus M en général. L, c'était les chemises où je suis en détente, tu vois. Je fume des Malbiches sur mon balcon. Voilà quoi, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Chemise blanche, j'en ai, mais souvent je le mets sous un pull. J'ai l'impression qu'on est sur des vrais sujets là, donc c'est cool. Donc ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Massan 34 je fais 130 kilos. Ouais. TTC. Non, mais je déconne, je suis à 87, 88, je suis couané quand même, je suis quand même un sac à merde, mais et 1m80, ouais. Ce qui est plus ou moins la dimension d'un cube en fait. Non, je suis pas à 130 kilos, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles, mais non. 130 kilos, c'est le pénis d'un éléphant. C'est énorme. Tu te rends compte? 130 kilos de barbac dans le museau. Ah, c'est dégueulasse. Là, ça devient dégueulasse. Je sais qu'il y a des gens qui imaginent, c'est dégueulasse. Donc ouais, non, attention. Ouais, voilà, Geoffroy 90 qui se foutait de ma gueule. Il dit, je suis plus gros que toi, merde. Et oui, en fait. Non, mais là, ça va, là. Faut que je me décoigne. Je vais aller à 85, 86. Puis on sera bien. Puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je pense que voilà, il y a je sais pas moi qui a raison, qui dit. Non, c'est. Qui dit ça, Obi-Wan Kenobi, que j'embrasse, qui dit ossature lourde, c'est ça. Comme les dinosaures, je pense. J'ai une ossature lourde, à mon avis. Je suis pas tant couané que ça, tu vois. Ça pourrait être mieux, mais je suis pas tant couané. Donc ouais, non, c'est... Ouais. Puis là, c'est pas du tout la bonne période, je te le dis tout de suite. Hein. Ça part sur des grosses fondues, sur des dingueries du genre. Pas du tout la période pour déconner. Hein. Crois-moi bien. Donc ouais, non, mais on bricole. Hein. On est là. Hein. On est là. Donc voilà un petit peu les amis. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? On est sur ça aujourd'hui, on commence à parler de choses extraordinaires. Les amis, je crois qu'on s'est tout dit pour ce soir, les copains. Pour ceux qui n'ont pas tout vu, vous inquiétez pas. L'extrait sur Jacques Attali sera republié sur YouTube demain. Ça fera une petite vidéo pour cette semaine sur YouTube avant gentiment les vacances qui vont s'installer. On va tout couper du 23 au 3. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Pendant une dizaine de jours, on coupe tout, c'est les vacances, tout le monde est tranquille. Peut-être que je mettrai des petites suites de temps en temps. Et puis voilà les amis, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes régalés. C'est le plus important, les copains. C'est Semal qui a un petit peu de retard qui nous dit sur Onfray. Sur Onfray, c'était hier. Donc là, faut être au rendez-vous. Je vous embrasse les amis. On se retrouve demain plein gaz.
ce sera du 16h30, parce que vendredi, il ne faut pas déconner. Vendredi, on en a plein le fiac, mais on sera là. Je serai là à 16h30 demain sur Twitch pour finir la semaine ensemble. Et demain, c'est Allez les Bleus, demi-finale de la Coupe du Monde de handball. Allez les Bleus demain, nos handballeuses féminines qui seront opposées à la Suède. Voilà, donc attention à un très gros match. La Suède qui a dérouillé l'Allemagne. Nous, on a dérouillé la République tchèque. De l'autre côté, il y a un Danemark-Norvège qui va être extraordinaire. Donc demain, 21h, on soutient nos filles du handball. Allez les filles, on espère super équipe. Pauletta Fopa énorme, Estelle Nzeminko monstrueuse, enfin que du plaisir, on va se régaler. Voilà, je vous embrasse les copains, passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain.